Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis toute seule. Comme vous avez pu le remarquer avec le titre de cet épisode, celui-ci est un peu particulier. D'habitude, je suis accompagnée par un ou une amie et puis on parle ensemble d'un livre qu'on a lu, mais là, c'est les vacances. J'ai besoin de faire une petite pause dans toutes ces lectures. Et puis, je vous propose donc de répondre aux questions que vous m'avez posées sur le compte Instagram de l'émission torchon.podcast littéraire. J'ai recueilli une vingtaine de questions et il se trouve que je comptais y répondre directement sur Instagram en stories. Mais une vingtaine, ça en fait un peu trop et j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Et donc voilà, je me propose aujourd'hui de faire le premier épisode un peu bonus, un peu solo de Torchon. Ça fait un peu bizarre de parler comme ça toute seule. Je suis un peu gênée pour être très honnête. Et je vais commencer avec une première question qui est un peu rigolote. C'est une question qu'on m'a posée. Y a-t-il des signes de stress post-traumatique après tous ces torchons? Et je voulais commencer par cette question parce que ça explique un peu pourquoi je fais cet épisode. C'est que jusqu'à présent, non. J'avais beau lire des livres plus ou moins bons, plus ou moins affreux, plus ou moins horribles. Franchement, c'était pas bien grave. Je m'en remettais tout doucement, tranquillement. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le dernier épisode qui est sur Houri de Kamel Daoud. Le dernier épisode a été vraiment compliqué pour moi en particulier. Je sais pas exactement si Juliette a eu le même ressenti. Je pense que oui, quand même, ça s'entend en plus. Déjà, le contenu était un peu difficile à lire. C'est un livre assez long qui parle de manière régulière et répétée de choses assez traumatisantes, que ce soit une tentative de viol, que ce soit des égorgements, que ce soit des égorgements d'animaux comme de jeunes enfants. Enfin, c'est quand même assez difficile comme lecture. Et il fallait le lire assez vite pour le podcast. Donc, j'ai dû un peu me forcer à lire 60 à 80 pages de ce type de sujet tous les jours. Et j'en suis ressortie avec une sorte de dégoût et une envie de plus lire, mais même pas forcément Kamel Daoud, mais genre de plus lire en général. Donc bon, il faut dire, c'est la manière dont je l'ai lu qui était pas évidente non plus, donc ça c'est un peu ma responsabilité, mais le livre en lui-même, je trouve, est assez difficile à lire. Et puis ensuite, il y a le contexte qui est les nombreuses polémiques autour de Kamel Daoud. D'un côté, il y a quand même le problème de la censure exercée par un État qui est illibéral ou autoritaire, et de l'autre côté il y a la question de ce qu'a fait Kamel Daoud, c'est-à-dire il y a quand même une femme qui l'accuse de s'être approprié son histoire à travers ce que cette femme avait raconté à sa femme qui est psychiatre. C'est quelque chose qui est assez grave aussi. Donc la censure, c'est grave. S'approprier comme ça la vie d'une patiente, c'est aussi assez grave. Et moi, je suis pas du tout polémiste, ce qui est un peu con de la part d'une fille qui a appelé son podcast Torchon. Mais bon, c'est trop tard. Mais j'ai pas du tout envie de rentrer dans des questionnements de type controverse, quoi. Sûrement parce que je suis d'un naturel un peu peureux. En tout cas, j'aime pas trop la confrontation et ça m'a un peu empêché d'apprécier le livre à sa juste valeur, je pense, parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Juliette? Ça va être compliqué, quoi. Bon, j'ai reçu quelques commentaires un peu désagréables, mais jusqu'à présent, rien de bien dérangeant. Ouais, je pense que si c'était à refaire, j'aurais pas fait cet épisode. Voilà. Tout ça pour dire, j'avais besoin un peu de me poser, de penser à autre chose. Et donc, voilà, cet épisode arrive parfaitement parce que comme ça, vous aurez quand même un épisode de manière régulière, quand bien même j'ai pas à lire de livre, donc ça, c'est parfait. Donc, j'ai reçu plein de questions. D'abord, j'ai parlé de pourquoi, de comment ça a commencé Torchon, ce genre de choses. Ensuite, je vais raconter un peu le process, quoi, comment on organise un épisode. Et après, il y a eu pas mal de questions sur mes lectures personnelles, mon rapport à la lecture. C'est vraiment très gentil que vous vous intéressiez à ce que je lis. C'est pas qu'on me poserait ce genre de questions, donc je vais en discuter un petit peu. Et ensuite, un peu des choses sur la suite. Donc voilà, c'est parti. Alors la première question, enfin c'est plusieurs personnes qui m'ont posé à peu près la même question, c'est comment as-tu eu l'idée de te focaliser sur les torchons, ou alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lancer Torchon? Alors, il y a plein d'histoires dans une seule histoire. Il y a plein de raisons et il y a plein d'histoires en fait. C'est en premier lieu le fait que avant Torchon, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Tais-toi et tricote, que j'avais lancée en 2020 pendant le deuxième confinement, à un moment où ça allait pas très très bien dans ma vie,
où je faisais du tricot en parlant de ce que je voulais. C'était un peu aussi bête que ça. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette expérience, c'est que ça m'a permis de savoir ce dont je voulais parler. Et ce dont je voulais parler, c'est de livres. Donc, de manière assez naturelle, de vidéo en vidéo, finalement, j'ai fini par parler quasiment que de livres. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo, c'est que avec 2 cousines, on a lu Spare du Prince Harry. Et on l'a lu ensemble. Alors, il se trouve que mes cousines ne sont pas françaises, donc elles parlent anglais. Et donc, on l'avait fait un peu en anglais, quoi. Mais j'avais fait une petite vidéo, un peu conclusion de nos conversations qu'on avait eues sur Spare du Prince Harry. Et ça m'avait fait vraiment très plaisir de faire ça. Et je m'étais rendu compte que même un livre qui ne m'a pas plu avait quand même, créé des idées et des questionnements en moi, quand bien même c'était pas très bon, quoi, comme livre. Donc ça, c'était assez agréable. Et en plus de ça, moi, j'ai pas l'impression d'avoir créé un concept très original parce que, en fait, je regardais plein de vidéos de youtubeurs anglophones qui se moquaient gentiment de livres, par exemple, de célébrités ou des livres un peu mauvais ou genre un récap de tout Twilight, ce genre de choses. Après, ça me laissait un peu sur ma faim parce que c'était des vidéos humoristiques et donc je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dans le livre. Donc parfois, ils donnaient pas exactement ce que je voulais recevoir. Mais en tout cas, je me sens un peu mal quand les gens trouvent mon concept vachement marrant et original parce que j'ai l'impression de pas avoir fait un truc incroyable. Mais bon, bref. Et il se trouve que j'aurais sûrement pas lancé ce concept, j'aurais pas lancé ce podcast en 2023, j'étais pas en train de chercher un job. Je passais entretien après entretien et vous savez ce que c'est genre vous avez 4 entretiens pour un seul job. C'est assez absurde et au bout du 4e entretien pour un cabinet de conseil, il y avait eu le partenaire de la boîte qui avait refusé ma candidature parce que j'avais l'air pas assez organisée. Et j'étais verte de rage d'entendre ça parce que je suis quelqu'un de très organisé. Il se trouve que c'est un peu, en tout cas, c'est comme ça que je me considère et je crois que c'est aussi un peu ma réputation auprès de mes anciens managers et auprès de mes proches. Et donc, c'est là où il faut pas sous-estimer le pouvoir de la rancune parce que j'étais tellement rancunière, j'étais tellement énervée à l'idée que quelqu'un pense ça de moi après m'avoir rencontré 30 minutes que j'ai lancé ce podcast pour un peu prouver au monde et puis prouver à moi-même que j'étais capable d'organiser un projet et le mener à bien comme un bon consultant serait capable de le faire. Et donc j'en viens un peu à une question qui m'a été posée, qui est quel est mon métier ? Parce que mon métier c'est pas podcasteuse, pas encore. J'ai gagné 3 € en tout et pour tout avec ce podcast en monétisant. Eh bien, je suis consultante freelance en fait en marketing. Je travaille pour moi-même, en tout cas pour des clients avec qui je suis en direct. D'un côté, j'accompagne des entrepreneurs qui ont besoin d'un petit coup de main avec leur marketing. Souvent, c'est des gens qui sont très techniques et qui n'ont pas forcément les bases du marketing. Et j'ai une deuxième grosse activité qui est du social listening. J'analyse ce que les gens disent en ligne sur, je sais pas, Twitter, Instagram, TikTok, etc., pour aider les marques dans des stratégies soit des stratégies réseaux sociaux contenu, mais aussi des stratégies tout court. Et puis sinon, depuis cette année, grâce à Torchon, je fais des piges, j'écris des critiques littéraires pour Zone Critique, qui est un média qui parle de littérature et de culture contemporaine. Donc il y a aussi ça, voilà, c'est un peu ma 3e activité. Et une question qui est revenue, c'est comment choisissez-vous les livres pour le podcast ? C'est intéressant parce que je pense que la ligne éditoriale a un peu évolué et va continuer à évoluer forcément. L'idée, c'est qu'on lit des livres populaires, et populaire, ça veut dire plein de choses. En premier lieu, c'est des livres qui sont beaucoup vendus. Je sais pas, par exemple, Marc Lévy, il est très populaire tout simplement parce qu'il vend beaucoup de livres. Donc ça, c'est c'est ça, toutes les semaines, je regarde le palmarès Edistat, qui est un palmarès des ventes en France. Ensuite, il y a les livres qui font l'actualité. C'est-à-dire dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Alors j'ai pas une veille ultra rigoureuse, mais je regarde vraiment régulièrement ce qui se passe en ligne et puis dans les médias et de quoi on parle. Et enfin, il y a non pas des livres qui sont populaires en soi, mais des livres qui représentent une tendance qui est populaire. Un exemple de ça, c'est le grand livre du féminin sacré. J'avais vraiment envie de lire un livre à la fois sur ce genre qui est quand même assez populaire, du développement personnel très spirituel, et en même temps la notion de féminin sacré, quoi. Ensuite, il y a l'envie.
Et c'est pas seulement mon envie, c'est aussi l'envie de mes potes. C'est-à-dire que si personne veut le lire à part moi, je pourrais pas faire l'épisode toute seule. Et ça va pas changer pour le coup. Mais l'idée, c'est que il faut quand même avoir envie de le lire, et ce qui fait que ça nous enlève quand même beaucoup de livres. Il y a certains livres qui donnent pas si envie que ça. Et donc, à cause de cette envie, il faut que le livre soit certes populaire, mais il faut qu'il nous donne envie pour une raison ou pour une autre. Souvent, c'est qu'on espère qu'il soit bon, ou on se dit que au pire, ça sera rigolo. Enfin, bref, il faut quand même, ça peut pas être totalement mauvais, quoi, en gros. Et le dernier, c'est la variété. Le dernier critère de livre, c'est-à-dire que je vais pas faire que du développement personnel, ou je vais pas faire que de la romance, parce que déjà on en revient à la question de l'envie, mais aussi pour vous c'est pas très marrant d'écouter des épisodes qui se répètent un peu, quoi. Une autre question, c'est: utilisez-vous un canevas ou une méthode particulière pour analyser les livres du podcast? Et la réponse, c'est plutôt non. En fait, on se retrouve 1 heure avant, on en parle pendant 1 heure, on essaie de faire une liste de tout ce dont on veut parler. Et en fait, on la suit pas tellement. C'est toujours un peu le bordel au bout d'un certain temps. J'ai environ 1 heure, 1h20 de rush, et après je monte au maximum en essayant de bien condenser tout ce qu'on a dit, parce qu'on se répète beaucoup et on papote, quoi. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez cohérent au montage après ça. Et après, je pense que la raison pour laquelle c'est pas totalement le bordel, c'est que pour la plupart des chroniqueurs, et puis pour moi, tout simplement, moi j'ai une formation de prépa littéraire. J'ai fait une prépa AL. En prépa littéraire, il y a un système de colle, c'est-à-dire qu'on va pendant 1 heure travailler sur un texte et ensuite faire un commentaire de texte, soit devant un prof, soit devant toute la classe. Et je pense que ça m'a pas mal cadré. Donc je pense qu'il y a un cadre, mais qu'il est totalement interne à ma formation et pas forcément à Torchon en particulier. Et la plupart des chroniqueurs, que ce soit Sarah, Pierre, Martin, j'en oublie d'autres, mais enfin bref, on fait une prépa, donc je les ai rencontrés en prépa, donc je crois qu'on est un peu dressés pour avoir une sorte de... On a toutes les petites méthodes qu'on nous a appris qui rejaillissent comme ça, même 10 ans plus tard. Autre question, avez-vous déjà reçu un message d'un auteur dont vous avez parlé dans un épisode? Non, et Dieu merci. Franchement, ça donne une liberté de savoir qu'on va pas croiser l'auteur, et c'est l'une des raisons pour laquelle, franchement, j'ai pas du tout envie d'inviter des auteurs, quoi. Comme par exemple dans À Voix Nue ou dans Bookmaker, ils font ça et c'est génial, mais moi, le plaisir que j'ai, c'est justement que peut-être jamais je les croiserai de ma vie, et c'est... Quelle libération, quoi. À nouveau, je suis quelqu'un d'assez peureux, hein. Et il y a un grand pouvoir à se dire qu'on va jamais les croiser. Mais évidemment, on a quand même toujours l'impression que l'auteur ou l'autrice va écouter l'épisode, et je pense que c'est un grand garde-fou que de se dire que potentiellement l'auteur est là dans la salle. Et ça nous permet de rester bienveillant, de rester justifié, et ça c'est très important de pas... Enfin, c'est quelque chose qui est assez bateau, mais de pas dire quelque chose qu'on n'oserait pas dire à leur tête, à leur face. Mais j'avoue que ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant les auteurs en soi, c'est plus les fans. J'ai eu un peu des commentaires désagréables de fans de Sylvain Tesson. Mais globalement, souvent, les fans d'auteurs sont peut-être les plus prosélytes et les plus zélotes que l'auteur en lui-même. Et ça aussi, ça me fait un peu peur. Mais jusqu'à présent, tout s'est bien passé, hein, donc y a pas de souci. Enfin, avec Kamel Daoud, j'ai eu 2-3 commentaires désagréables, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des bots parfois, donc j'essaie de pas trop prendre ça au sérieux. Quel est le meilleur livre et le pire torchon que vous avez lu cette année? Alors, cette année uniquement, je dirais que le meilleur, j'en donnerai 3. Moi, j'ai personnellement adoré Le Mal Joli d'Emma Baker. Évidemment, on en a parlé avec Pierre. Alors, Pierre n'a pas beaucoup aimé ce livre. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre qui a ses défauts, forcément, mais que j'ai trouvé vraiment réjouissant, en fait. Je pense que ça m'a donné énormément de plaisir de se dire que on peut aussi faire ça avec un livre. Une sorte de grande liberté, une grande fraîcheur. Et ça m'a fait, ça m'a fait très plaisir de lire ça. J'ai assez hâte de lire la suite, en fait. Donc, non, je pense que je suis assez fan d'Emma Baker, en fait, finalement. Même si je sais toujours pas si on dit Baker ou Baker, mais bon, voilà, c'est tout. Le deuxième livre,
rien à voir, c'est celui d'Arnold Schwarzenegger, donc Be Useful, pour une raison très précise, c'est que je l'ai lu décembre 2023 pour un épisode qui est paru en 2024. Et ça a réellement changé mon rapport au sport. Alors, je sais pas si c'est juste une coïncidence, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Mais ce que dit Schwarzenegger sur comment se mettre au sport, comment se motiver et tout ça, ça a pas mal marché sur moi. Et grâce à lui, je suis beaucoup plus sportive qu'avant et je suis en bien meilleure santé physique grâce à ce livre. Donc, très, très étonnant. Et le dernier, je dirais que c'est Britney Spears. Alors c'est marrant parce que quand je le conseille en soirée ou autour de moi, les gens disent mais c'est pas d'elle le livre de Britney Spears, The Woman in Me, c'est pas elle qui l'a écrit. Et à ça je réponds on s'en fiche un peu, non? Enfin, c'est évident que c'est une plume qui l'a écrit pour elle, mais je trouve que on sent quand même bien sa voix à elle. Je trouve c'est bien écrit. Je trouve que la plume a fait un bel effort de montrer. C'est pas générique comme écriture, voilà. Je sais pas si c'est sa voix à elle, parce que je la connais pas, la pauvre Britney, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez authentique. Et ensuite, je trouve que c'est une histoire qui est tellement incroyable, tellement perturbante, et qui justement est une histoire où on lui a enlevé sa voix, et là on lit un livre où elle est dans l'empouvoirment, à nouveau elle peut parler. Je trouve que c'est assez impressionnant aussi. Et ça se lit bien, franchement, je me souviens l'avoir lu dans mon petit bain et tout. C'était vraiment une bonne séance de lecture, ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc voilà, ça fait partie des 3 meilleurs de l'année. Et dans les pires, il y a Kamel Daoud, pour être honnête. Quand bien même il est prix Goncourt, moi je suis vraiment pas convaincue par cette expérience-là. Ensuite, il y en a 2 autres. Le premier, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua, pour une raison assez particulière. Donc, Maud Ankaoua, dans Kilomètre Zéro, c'est un livre de fiction et un peu de développement personnel où l'héroïne va découvrir à travers une sorte de voyage initiatique tout un tas d'enseignements très New Age, très pseudo-sciences, qui pourraient être résumés à notre santé, c'est dans notre tête et on a le pouvoir sur notre santé grâce à la force de la pensée. Et donc si on choisit l'amour, on va être en bonne santé, et si on choisit par la pensée la peur, on sera en mauvaise santé. Et c'est une idée, New Age, assez connue. C'était pas la première fois que j'en entendais parler, voilà. Mais il se trouve qu'à l'époque où je l'ai lu, mon grand-père était à l'hôpital à cause d'un cancer qui d'ailleurs, il est décédé il y a quelques mois. Et donc voilà, cette idée un peu New Age, un peu dans le vide. Bon, c'est pas bien grave de lire ça. Mais là, tout d'un coup, je l'ai appliqué à mon pauvre grand-père et je pense que ça a été une lecture assez terrible. D'ailleurs, au montage, j'ai un peu enlevé cette partie-là de mon expérience de lecture et je m'en veux un peu parce que c'est bien la preuve que la lecture, c'est pas quelque chose qui se fait à froid. C'est-à-dire que si j'avais pas des nouvelles de mon grand-père régulièrement sur comment il allait, j'aurais pas trouvé ce livre dégueulasse en fait. Parce que je trouve que c'est affreux de faire peser une sorte de culpabilité sur les gens malades en mode vous avez choisi de penser mal au lieu de penser bien, quoi. Et en plus de ça, c'est faux, quoi, parce que c'est faux, quoi. Mon grand-père, il a pas, c'était un homme plein d'amour et pourtant il a été très malade pendant toute sa vieillesse et ça a rien à voir avec lui, quoi. Avec ce qu'il pensait. Donc bref, je pense que c'était une lecture qui était dégueulasse, quoi. Ça m'a dégoûtée. Et je trouve ça assez incroyable que ce genre d'idée soit aussi populaire et que ce livre soit aussi populaire. Après, je comprends, c'est assez inoffensif comme livre. Moi, j'ai eu une manière de lire qui était très différente, mais bref, je suis un peu remontée encore aujourd'hui contre Maud Ankaoua. Écoutez l'épisode pour le reste, mais bon, c'est un livre assez médiocre par ailleurs. Et après, le dernier pire, le dernier top 3 des pires livres, c'est Bec BD. L'épisode sur Bec BD, confession d'un homosexuel. Non. Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. A posteriori, je trouve que ce qui était très impressionnant avec ce livre, c'était le ton légèrement menaçant de Bec BD dans ce livre. Le ton faussement blague, la blague qui va mal tourner, un peu comme dans Les Affranchis de Scorsese, où il rit, mais il est à 2 doigts de te foutre une baffe, quoi.
Et je pense que c'est pour ça que la lecture a été très difficile pour moi, en dehors des thèmes qui sont quand même anti-féministes, pour utiliser cette expression un peu bizarre, mais je trouve menaçante, quoi. J'avais vraiment l'impression que si je me tenais pas à carreau, je sais pas trop ce que les hommes dans mon entourage allaient me faire, quoi. C'était une sorte de menace, quoi. Il y avait un côté un peu mais regardez, les hommes, ils se retiennent, ils font gaffe, ils ont plein de tentations, mais ils passent pas à l'acte. Mais si vous les brusquez trop, si vous les faites trop chier, ils vont arrêter de vous aimer, de vous apprécier, et ils vont passer à l'acte. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu menaçant. C'est menaçant dans la logique des arguments qu'il donne. Écoutez l'épisode si vous voulez en savoir plus, quoi. Alors, j'ai gardé cette question qui est une question de Mathieu, qui est le compagnon de Juliette. Il me pose comme question: pourquoi est-ce que les meilleurs épisodes sont ceux avec Juliette? Et j'ai gardé la question, déjà parce que c'est très mignon, mais aussi parce que je voulais mettre en valeur cet épisode qui est l'épisode sur Captive que j'ai fait avec Juliette, qui, je pense, a un peu changé la ligne édito du podcast. Déjà, c'est un épisode auquel je pense tout le temps. Vraiment, je pense qu'il y a plein d'épisodes, je suis passée à autre chose. Mais celui-ci, il reste parce que déjà, c'est toujours dans les débats publics, la question de la dark romance. Et moi, c'est une question qui me perturbe énormément. J'ai pas d'avis très précis sur le sujet, mais il y a cette panique morale qui est perturbante. Il y a cet appel un peu à la censure, d'une certaine manière, qui me perturbe aussi pas mal. Mais en même temps, je l'ai lu Captive, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, et donc, je suis perturbée par la dark romance en soi. Donc, je sais pas trop, je trouve que ça m'a beaucoup appris cet épisode. Et Juliette a plein de remarques ultra intéressantes dedans. Et je trouve que ça a changé la ligne édito parce que on a essayé lors de cet épisode de comprendre pourquoi quelque chose qui nous met vraiment mal à l'aise peut plaire à d'autres. Et je pense que c'est un peu ça, la raison d'être quand même de Torchon, c'est de comprendre en fait, c'est quasiment un exercice marketing, pour être honnête. C'est comprendre pourquoi les gens achètent telle ou telle chose, quoi. Je pense que cet épisode en particulier, c'est peut-être mon préféré. Peut-être pas par sa qualité, ou peut-être pas par... Enfin, si, il est de bonne qualité. Enfin, en tout cas, c'est un épisode que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il a beaucoup changé ma vision des choses et la ligne éditoriale de Torchon aussi. Après, il y a une autre question de Chloé du Clo-Clo Club qui fout la merde et qui me demande qui est mon chroniqueur préféré. Mais je peux te répondre, Chloé, parce que là, on a prévu avec mon mari d'enregistrer un épisode ensemble. Et je pense qu'aucun de mes chroniqueurs m'en voudra si je dis que mon chroniqueur préféré, c'est mon mari. Ça me paraît assez assez naturel, finalement. Voilà, j'ai une réponse à te donner, Chloé. Et je pense que je ne foutrai pas trop la merde auprès de tous mes potes. Ensuite, il y a plein de questions sur mon rapport à la lecture et mes lectures. À nouveau, je suis très flattée qu'on me pose ces questions-là, donc merci à vous de vous intéresser à mes goûts en particulier. J'aimerais aussi parler des goûts de mes collègues, mais on fera ça peut-être plus tard. Une première question, c'est: est-ce que Mener Torchon a changé ton rapport à la lecture? Et oui, forcément, ça m'a quand même forcé à reconsidérer mes lectures, à réfléchir sur des sujets auxquels je pensais pas, comme la censure, le goût, une sorte de tension très forte chez moi qui est une approche un peu kantienne, un peu en mode le beau est un idéal, un a priori, et une approche sociologique un peu bourdieusienne, le goût comme l'expression de la distinction, ce genre de choses. Parce que j'ai pas choisi, en fait. Bref, je vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais ça m'a fait lire plus de livres, ça c'est vrai. J'ai lu vraiment beaucoup plus cette année que l'année dernière, par exemple, de manière beaucoup plus diverse. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, même en dehors de Torchon. C'est-à-dire que bon, certes, je suis sortie de ma zone de confort avec Torchon, mais en dehors, j'ai l'impression d'être plus à l'écoute de ce que la littérature a à m'apporter. Et puis, j'ai l'impression d'être une lectrice plus intelligente, en fait, d'être plus avertie, de lire moins en subissant le texte que j'ai entre les mains, et de me dire, de me poser un peu les bonnes questions et d'apprécier mieux aussi certains textes. Ah oui, une autre chose, c'est que quand vous lisez beaucoup de livres assez médiocres, et finalement les bons livres, vous les trouvez vachement bien.
Ça, c'est très important à avoir en tête. Et puis bon, se dire qu'on peut toujours se laisser surprendre et tout, c'est aussi assez magique. Donc je trouve que ça a renouvelé mon amour pour la lecture. Ça me fait vraiment de plus en plus plaisir de lire. Alors bon, là, il y a eu ce petit problème avec Kamel Daoud, mais je pense, j'y crois, j'ai l'espoir que je recommencerai à lire de manière plus légère, avec plus de kiff, quoi. Prochaine question, trouvez-vous le temps de lire pour le plaisir à côté de Torchon? Alors, pour mes potes, comme ils font un épisode par trimestre, tous les 6 mois, ils lisent à côté, forcément. Mais pour moi en particulier, j'ai dû implémenter une forme de discipline personnelle parce que il faut un peu que je me force à lire autre chose que les livres de Torchon, parce que sinon je lirais vraiment que des livres que je subis plus que je choisis. Et j'en arrive à la prochaine question qui est combien de livres lis-tu par mois? Alors, grâce à Goodreads, je sais très exactement, car j'en suis à 70 cette année. Donc j'en suis à presque 6 par mois. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que en fait moi je regarde assez peu de films maintenant et je regarde peu de films, peu de séries. Donc mes soirées à partir de genre 21h quand il y a rien à faire, je lis quoi. Et donc tout de suite ça s'accumule assez rapidement et dans les transports et tout. Après j'aimerais bien lire encore plus. Je suis quand même beaucoup trop sur mon téléphone mais bon ça a pas c'est un peu l'objectif pour l'année prochaine de lire encore un peu plus, donc peut-être une centaine de livres au lieu de 70. Mais je pense que lire trop de livres c'est pas forcément bien non plus. Mais bon, on verra. Il y a eu 2 questions que je vais mettre en une seule, c'est le livre que tu aimes le plus offrir ou le livre que tu conseillerais à tout le monde de lire. Et c'est un peu un problème parce que moi j'aime bien offrir le bon livre à la bonne personne, donc j'ai jamais offert 2 fois le même livre et je conseille jamais les mêmes livres aux mêmes personnes. Mais il se trouve que je suis trentenaire, et donc, si vous êtes trentenaire, vous savez, tout le monde se marie autour de moi. Et il y a un livre que je conseille à tous mes potes trentenaires qui se marient, qui veulent se marier, qui parlent mariage. C'est La Passion du mariage de Florence Maillochon, qui est un livre de sociologie un poil aride, c'est quand même un livre de recherche. Et en fait, elle a interviewé plein de couples qui se mariaient, qui allaient se marier ou qui se sont mariés récemment. C'est dans les années 2000, c'est un peu avant les réseaux sociaux quand même. Et elle essaye de comprendre pourquoi les gens se marient. Enfin, il y a peu de raisons religieuses de se marier, quoi. Pourquoi on se marie quand même? Et elle va y répondre avec comment on se marie. Et donc, elle va un peu décortiquer à travers tout un tas de témoignages, les fiançailles, le mariage, comment ça se passe, le partage des tâches qui est très très genré. C'est un livre qui est assez intéressant et je trouve qui a un rôle assez particulier parce que quand vous vous mariez, ça vous permet de mettre une sorte de perspective sur ce qui vous arrive et sur quelque chose qui est quand même assez intense. Et donc, je vous le conseille si vous vous mariez ou vous comptez vous marier. Et c'est un livre qui est quand même très intéressant. Et pour la petite histoire, en fait, je le lisais en 2021. Et quelques mois plus tard, et j'arrêtais pas de bassiner mon petit copain de l'époque sur le sujet. Et il y a quelques mois plus tard, on va à Rome tous les deux et c'est trop bien, c'est trop super. Et là, il a une bague et il me demande en mariage. Et il m'a avoué que, en fait, cette lecture de La Passion du mariage de Maillochon et surtout les chapitres sur la demande en mariage, enfin sur les fiançailles, la demande en mariage, ça l'avait vraiment traumatisé parce qu'il avait vraiment peur que je sois déçue de ce qu'il allait faire, quoi. Bref, trop mignon. Mais moi, j'étais pas du tout au courant qu'il allait me demander en mariage, donc j'étais un peu surprise. Tout ça pour dire, Florence Maillochon a joué un rôle actif dans mon mariage à moi. Et donc, j'en arrive à la prochaine question, parce que très clairement, La Passion du mariage, c'était une lecture marquante. Quelles sont les lectures qui t'ont le plus marqué? Et ça, franchement, moi, j'aimerais vous parler pendant des heures et des heures de tous les livres qui m'ont marqué. Mais bon, il faut se remettre un peu, il faut se concentrer, Léa. Et donc, je vous propose de vous parler des lectures qui m'ont plus marqué cette année. Comme ça, on réduit un peu le scope, quoi. Le premier, c'est très honteux et en même temps c'est marrant, c'est Généalogie de la morale de Nietzsche. Alors moi, la blague que j'aime faire, c'est que les gens qui aiment Nietzsche, c'est un peu des gros red flags ambulants.
Et que voilà, les gens qui ont cette posture un peu nietzschéenne, c'est pour moi quelque chose d'un peu immature. J'ai un peu en tête le mec qui veut faire genre ultra athée, Dieu est mort. Et donc j'ai lu La généalogie de la morale cette année. Et en fait, je me suis retrouvée endoctrinée. C'était assez marrant comme parce que je pense pas avoir une lecture très intelligente. Nietzsche, c'est assez difficile à lire, c'est assez opaque. Je pense pas avoir tout compris, mais le peu que j'en sors, les approximations qui ressortent de ma lecture, m'ont vraiment transformée au point d'être un peu... Enfin, c'est marrant parce que Nietzsche est une figure très anti-religieuse, anti-ascétisme, anti-genre règle de vie. Mais bizarrement, Nietzsche est devenu une forme de règle de vie chez moi. Paradoxal, puisque Nietzsche est pas ce genre de penseur-là, quoi. Je pense que la raison pour laquelle cette lecture a été marquante, en dehors du fait que c'est un texte assez fondateur de la philosophie actuelle, quoi, moderne, contemporaine, c'est aussi à quel point les thèmes que Nietzsche décrit et tout le vocabulaire qu'il va utiliser, comme la mauvaise conscience, le ressentiment, l'ascétisme, toutes ces choses-là, tous ces thèmes, en fait, rejaillissent énormément dans tout ce que j'ai pu lire par la suite. Ou plus récemment, je suis allée voir au théâtre Pauvre Bitos de Anouilh, et c'est très frappant comment on sent que Anouilh a été un lecteur de Nietzsche. Enfin, en tout cas, oui, j'ai eu cette impression très forte. Et donc, en lisant Nietzsche, on a l'impression de lire un texte fondateur, ce qui est pas forcément ce qu'il a souhaité faire lui-même. En fait, je pense parce que Généalogie de la morale, c'est à la fois un texte qui parle de la morale, ce qui est quelque chose de très quotidien, de très important au quotidien. C'est pas très métaphysique comme questionnement, mais aussi d'autres thèmes qui sont aussi très proches de nous, comme la médecine et la santé, la bonne santé, la mauvaise santé, l'art, le bon goût. Et il y a des passages un peu importants sur le bon goût et le mauvais goût qui, moi, m'ont particulièrement marqué de par ce podcast. Eh bien, je pense que ça a été l'une des lectures les plus marquantes pour moi cette année, et je m'en veux un peu de pas l'avoir lu plus tôt et d'avoir été dégoûtée de Nietzsche par tout un ensemble de mecs un peu toxiques qui se réclament d'une idéologie anti-morale, et donc ça leur permet de faire un peu n'importe quoi parce qu'il y a un monsieur allemand avec une grosse moustache qui leur a dit que la morale c'était un peu con, quoi. Voilà, donc ça c'est la première lecture marquante cette année. Le deuxième, c'est un autre livre un peu de sociologie, un peu aride, mais en même temps très intéressante. C'est Les choses sérieuses d'Isabelle Claire sur les premiers amours, les amours de jeunesse, les amours adolescents. C'est marrant parce qu'en fait, vous devriez lire Les choses sérieuses d'Isabelle Claire et ensuite La passion du mariage de Maillochon, et il faudrait que je trouve un livre de sociologie sur le divorce, et comme ça, la boucle est bouclée. J'ai toutes les étapes. Bref. Dans Les choses sérieuses d'Isabelle Claire, elle a étudié 3 terrains, un terrain bourgeois parisien, un terrain en banlieue défavorisée et un terrain rural. Et elle va un peu comparer et essayer de comprendre qu'est-ce ce sujet sociologique qui est les premiers amours, quoi. Premières amours, pardon. Et c'est c'est à la fois un livre de sociologie ultra intéressant sur en fait le couple plus que l'amour, et sur ce que le couple apporte en termes de prestige, de protection, de ce que ça dit auprès des autres. Et c'est un livre qui a mis des mots sur des souvenirs que j'avais. Et en même temps, je trouve que c'est un livre qui se lit un peu comme un roman, en fait. Parce que déjà, il y a plein d'histoires d'amour, mais aussi parce que ça fait vraiment réfléchir à... Moi, ça m'a fait des réminiscences du passé, quoi. C'était Proust, à un moment. Et notamment des passages de mon adolescence que j'ai pas totalement appréciés, quoi. Et donc, ça a été vraiment une lecture marquante parce que c'est pas uniquement un livre de sociologie, c'est un livre de sociologie qui parle un peu à tout le monde, qui même aux gens qui n'ont pas eu d'histoire d'amour à l'adolescence, c'était quand même important, l'amour, même si on le trouvait pas. Et donc, que je conseille aussi beaucoup, mais bon, évidemment, livre de sociologie, donc assez structuré, classique, voilà, une méthodologie et tout ce genre de choses. Troisième livre, donc c'est de Jeffrey Eugenides, c'est The Marriage Plot. C'est un livre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais bon, il faut en parler puisque
puisque j'en parle tout le temps. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une sorte de comédie romantique déstructurée ou oui, ce genre de choses, quoi. C'est une histoire d'amour classique qui est déstructurée par Jeffrey Eugenides. C'est un peu un livre prétentieux. C'est un peu un livre pour quelqu'un qui a fait des études littéraires. Un peu un livre pour les gens qui aiment bien genre Barthes et Jane Austen et je sais pas, Derrida. La littérature, c'est souvent des histoires d'amour. J'ai souvent l'impression que c'est toujours des histoires d'amour parce qu'en fait, les histoires d'amour, c'est intéressant en soi. C'est ça. Et là, j'ai trouvé ça intéressant comment l'histoire, c'est pourquoi on aime les histoires d'amour, quoi. C'est une sorte de réflexion un peu méta sur les histoires d'amour. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et le dernier livre, c'est aussi un écrivain américain, donc je l'ai aussi lu en anglais. C'est Pastoral American ou American Pastoral. C'est un livre, même chose, assez touffu, assez méta, assez réflexion sur la littérature en même temps qu'une fiction. Et donc l'histoire, c'est Nathan Zuckerman, qui est l'alter ego de Philip Roth, qui rencontre des années plus tard, alors que tous les deux ont la cinquantaine ou la soixantaine, un ancien camarade de classe que tout le monde surnomme The Swede, qui est un homme juif, mais extrêmement bien intégré, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui est grand, qui est blond, qui a épousé une femme catholique, à qui tout sourit, qui est un peu l'image du rêve américain d'intégration et de melting pot. Et il découvre assez rapidement, Nathan Zuckerman, que cet homme a une fille qui, pendant la guerre du Vietnam, a posé une bombe dans une poste américaine. Et donc cet homme parfait, l'incarnation parfaite du rêve américain, a une fille qui le méprise, qui devient terroriste communiste et qui finit, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas en clandestinité. Et cette petite histoire, ça c'est la base de l'histoire, en fait, va poursuivre Nathan Zuckerman au point qu'il va vouloir écrire cette histoire à base de pas grand-chose finalement. Et donc, il est très clair sur le fait que c'est une invention, et en plus de ça, c'est un roman, donc on est face à un roman qui exprime explicitement que c'est une invention, mais néanmoins, par la force de la plume de Philip Roth, j'imagine, eh bien, on commence à y adhérer de manière de plus en plus forte, au point d'adhérer à des moments dans la fiction qui sont de l'ordre du délire, de la paranoïa, quelque chose de vraiment, vraiment pervers, quoi. Et c'est un tour de force, à mon avis. Donc voilà, c'est un peu mon top 4 de l'année 2024. Je me rends compte qu'il n'y a pas de fiction française. Bizarre. Mais je l'ai principalement en anglais, donc c'est assez logique en fait. Et enfin, je vais finir avec les questions sur un peu la suite du podcast. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, j'avoue que j'ai eu un petit coup de mou là récemment. Et je me dis que pour 2025, j'aimerais bien un peu remettre le kiff au centre du projet de Torchon. Et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont posé déjà la question des genres. Est-ce qu'on va on va parler de plus de genres comme de la fantasy avec Murtag ou alors le polar ou alors la science-fiction. Et c'est marrant parce que Murtag, c'est un épisode qui a pas si bien marché. Donc j'étais un peu avec l'idée que finalement la fantasy, peut-être pas, enfin, je savais pas trop si je devais en refaire des épisodes. Mais bon, preuve que oui. À nouveau, c'est lié à toutes les limites que j'ai déjà données. Et en plus, une autre limite qui est mon inculture totale en termes de fantasy, de science-fiction, de polar. C'est vraiment les trois genres. J'en lis, mais une fois par an et encore. Et là-dessus, je m'appuie beaucoup sur Edistat, sur les palmarès de vente. Et donc, tant que je vois pas un truc un peu émerger, je suis pas très partante. Mais je le garde en tête parce que c'est vrai que c'est important de varier les plaisirs. Et ensuite, c'est quelqu'un qui m'a posé comme question, est-ce que Torchon va s'ouvrir à d'autres best-sellers, peut-être moins récents et peut-être moins mauvais, comme peuvent le faire 2 heures de perdu avec les films. Et il y a une autre question, je vais mettre ces deux-là ensemble. Est-ce que vous avez un podcast Némésis appelé Serviette? Il faut comprendre qu'il y a un énorme lobby intense de certains chroniqueurs de faire
un peu des épisodes bonus ou de faire un autre podcast, un peu un podcast serviette, pour justement parler un peu de nos lectures à nous et de parler de choses qu'on aurait lues indépendamment de tout le cadre que j'ai donné jusqu'à présent. Et je pense que j'aimerais bien le faire. Ça demande un peu d'organisation parce que j'aimerais qu'on le fasse à plus que 2. J'aimerais qu'on soit vraiment, peut-être pas nombreux non plus, mais au moins 3-4, pour faire vraiment une ambiance en mode café du commerce, quoi. Aller à fond de ce qu'on ressent déjà pas mal dans Torchon, c'est le côté le côté after foot de Torchon, quoi. Et donc pouvoir parler de littérature comme on en parle avec des copains, quoi. Donc ça, j'aimerais bien le faire, et j'aimerais bien, oui, en effet, peut-être un peu déroger à la règle qui fait l'actualité et prendre plus de plaisir à lire d'autres trucs, un peu de la littérature populaire, un peu plus large, au sens encore plus large. Mais bon, c'est un peu un travail en cours. J'aimerais pas trop vous spoiler tous les projets que j'ai dans ma tête parce que peut-être certains vont pas du tout aboutir et j'ai pas du tout envie de, vous laisser en attente. Mais j'aimerais bien, en fait, faire de Torchon quelque chose de quand même plus sympa. Non pas que c'est pas sympa jusqu'à présent, mais bon, Kamel Daoud, tout ça c'est la faute de Kamel Daoud. Mais en tout cas, l'idée, en 2025, c'est de peut-être élargir, d'être un peu plus libre dans les sujets qu'on prend, et peut-être parler de livres qui nous font plus plaisir et essayer de remettre un petit peu de plaisir dans tout ça. Et en tout cas, en fait, si cet épisode-là que vous écoutez marche pas trop mal, je le prendrais quand même pas mal comme un signal que je peux un peu m'éloigner de la ligne édito et que je peux parler d'autre chose et que je peux faire quelque chose d'un peu plus différent que juste un livre de personnes et un cadre très strict. On arrive à la fin de cet épisode qui est un peu particulier pour moi. Pour être très honnête, ça n'a pas été si facile que ça à enregistrer. C'est beaucoup plus simple de parler d'un sujet particulier, c'est-à-dire un livre, et en plus de ça, de le faire avec quelqu'un d'autre, notamment un ami. La plupart des chroniqueurs sont quand même des amis de longue date avec qui j'ai beaucoup déjà parlé et puis pour qui j'ai beaucoup d'affection. Là, c'était très particulier. Et donc, je voulais vous remercier si vous êtes auditeur de longue date, et si vous m'avez envoyé des petits messages sur le compte Instagram, si vous avez posé une question, parce que, pour être très honnête, c'est très intimidant de se dire qu'on est écouté par des inconnus et par beaucoup d'inconnus. En moyenne, on fait quelque chose comme 7000 écoutes par mois, ce que je trouve beaucoup pour un podcast totalement indépendant fait avec un micro un micro bas de gamme. Tout ça pour dire 1000 fois merci. Vous rendez l'expérience beaucoup moins intimidante par votre gentillesse, et je trouve ça à la fois très beau, très touchant et très paradoxal qu'un podcast qui fait de la critique parfois un peu acerbe et des auditeurs aussi bienveillants. Donc merci beaucoup pour votre bienveillance et pour votre soutien pour un projet qui est finalement une bande de potes, un micro et 2 livres, quoi. Bon, je vous embrasse très fort, je vous souhaite des bonnes vacances si vous en avez, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2025 pour plus d'épisodes, et puis j'espère pour plus de kiff.